Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 30 avril, il est l'heure de l'info. Ce mardi, en fin d'après-midi, le lycée Ligier-Richier de Bar-le-Duc a été choisi pour une opération de sécurisation, contrôle des sacs ou encore fouille préventive. Tous les élèves ont été concernés à la sortie des cours. La médiathèque des Silos de Chaumont abrite dans sa réserve des trésors nationaux, mais également quelques 25 000 ouvrages de livres anciens, récupérés pour la plupart lors de la Révolution française. On vous les présente dans ce journal. Depuis presque 40 ans, l'association Alternative Culturelle propose un festival de théâtre aux groupes scolaires, mais aussi aux amateurs. Il s'appelle le Mécène. Aujourd'hui devenu un incontournable de la discipline dans la région, il se déroule sur 15 jours. Ce soir, on vous propose de rencontrer Sébastien Chochot, photographe à Vitry-le-François. Il vient tout juste d'être reconnu artisan d'art par la Chambre des métiers. On en parle avec lui à la fin de cette édition. Dans un climat national tendu, les forces de l'ordre ont procédé à des contrôles de sacs et à des fouilles préventives à la sortie des cours du lycée Ligier-Richier à Bar-le-Duc. Objectif, prévenir les comportements à risque, alors que plusieurs incidents ont été signalés depuis le début de la semaine. Une action que les autorités entendent renouveler jusqu'aux vacances scolaires. Julien De Bruyne a suivi les forces de l'ordre. À la sortie de l'école, ce n'est pas les parents, mais les forces de l'ordre qui attendent les élèves. Une opération de sécurisation s'est tenue ce mardi devant le lycée professionnel Ligier-Richier de Bar-le-Duc. Organisée sous l'autorité du préfet, cette action conjointe des forces de l'ordre, de l'éducation nationale et du parquet vise à assurer la tranquillité aux abords de l'établissement dans un contexte national marqué par le drame survenu à Nantes. Face à la recrudescence des violences au niveau national, une action vraiment résolue, coordonnée était vraiment indispensable. D'abord d'avoir une présence policière, une visibilité policière aux abords des établissements. C'est également un contrôle visuel des sacs à l'entrée, en sortie des établissements pour s'assurer que les élèves ne pénètrent pas dans l'enceinte de l'établissement avec une arme blanche ou des produits ou objets illicites. La sphère éducative reste vraiment un sanctuaire républicain au sein duquel la sécurité des enseignants et des élèves soit vraiment assurée. Monsieur, vous le sac, vous n'avez pas de produits stupéfiants, bien dangereux? Les 180 élèves du lycée professionnel ont été contrôlés à la sortie. Fouille de sacs, contrôle visuel, une initiative jugée nécessaire par la proviseure, très concernée par la sécurité des élèves et du personnel. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait une présence aussi devant l'établissement, parce qu'il faut aussi que nos élèves sachent qu'on est là pour leur bien, pour leur santé. Vu les problématiques qu'on rencontre parfois dans les établissements, notamment avec les consommations de stupéfiants et de PTC, qu'il y a une vigilance par rapport à ça. La veille, des contrôles similaires avaient été effectués au lycée Poincaré, toujours à Bar-le-Duc. Depuis le début de la semaine, plusieurs comportements à caractère illégal ont déjà été signalés, justifiant la poursuite de ce type d'intervention. Depuis le début de la semaine, il y a plusieurs infractions, plusieurs délits de port d'armes prohibés qui ont été découverts par les policiers et bien sûr traités judiciairement, mais on reste sur du marginal. À titre d'exemple, à ce jour, on est pour l'instant sur le département à trois ports d'armes blanches de la part d'élèves au sein ou aux abords de l'établissement. Désormais, l'objectif est d'inscrire ces actions dans la durée, au moins jusqu'aux vacances scolaires. Environ 1% des élèves contrôlés depuis le lancement de l'opération ont présenté un comportement délictuel, selon les forces de l'ordre. Tout autre chose désormais, à Chaumont, la médiathèque des Silos conserve un impressionnant fonds de 25 000 ouvrages anciens, hérités pour beaucoup de la Révolution française. C'est un véritable trésor patrimonial et cette collection elle a donné naissance à l'une des premières bibliothèques municipales en 1803, un sanctuaire que Célia Richard a visité pour vous. Celui-ci est un des plus précieux, le bréviaire dit de Jean d'Amboise, vous voyez, qui est très enluminé. Dans cette chambre forte reposent les livres les plus précieux de la médiathèque des Silos. Une réserve de 25 000 ouvrages qui, pour certains, ont plusieurs centaines d'années, voire un millénaire. La majorité a été confisquée à l'époque de la Révolution française et mise sous la main de l'État pour éduquer la population. On est ici dans un espèce de sanctuaire dans lequel on conserve, alors conserver non pas pour garder en secret, mais aussi pour transmettre aux générations futures. Pour ça, on maintient les livres dans un lieu qui est à la fois sécurisé, avec des alarmes, qui est un lieu propre. La lumière également, la plupart du temps ce local qui n'est pas accessible au public est dans le noir. Et puis évidemment le climat. Ici c'est comme dans une bonne cave,
On maintient les livres à une température et à un taux d'humidité constant pour éviter que les livres ne s'abîment. Cette collection de livres anciens a permis en 1803 de faire passer une loi et de créer l'une des premières bibliothèques municipales. Elle est composée majoritairement d'encyclopédies, mais pas que. Dans cette collection, on a des livres de tous les sujets, des livres d'histoire, des livres de géographie, beaucoup de livres de religion évidemment, on a des livres de botanique, de littérature beaucoup évidemment. Alors pour faire profiter de ces ouvrages rares et spéciaux, la ville de Chaumont a proposé dans le cadre de sa candidature au label Ville d'art et d'histoire des visites thématiques de la réserve des Silos. Ce sont des richesses qu'on ne trouve nulle part ailleurs puisque vous allez voir des livres qui sont uniques avec des exemplaires parfois assez merveilleux, très bien illustrés, avec vraiment des choses qu'on ne peut pas voir ailleurs. Et la ville de Chaumont, pour elle, c'est un honneur d'avoir ça. Les livres, c'est un objet intime qui n'est pas forcément visible. Pour les questions de conservation, on est obligé de le fermer dans un endroit qui n'est pas très accessible au public. Donc on a décidé d'organiser des rendez-vous intimes, privilégiés on va dire. Mais c'est aussi l'occasion de créer un événement avec des gens et de discuter autour des objets des livres remarquables qu'on a montrés. La dernière en date avait pour thème les arbres. Au fur et à mesure de l'invention, du développement des techniques d'impression, on aboutit à des livres avec des chromolithographies. Ce qui est intéressant dans les livres de botanique pour décrire les végétaux, c'est le texte qui permet de décrire précisément les choses, mais aussi le visuel qui permet de comprendre visuellement de quoi on parle. D'autres typologies de livres ont également été présentées lors de ces visites, comme les livres de voyage. Ces ouvrages permettent aux lecteurs de visualiser les arbres, mais également la population de l'époque, les produits locaux ou encore les us et coutumes. La réserve reste consultable à la demande pour tous les Chaumontais qui souhaiteraient découvrir les ouvrages. À Saint-Dizier, le théâtre s'invite dans les écoles avec le retour du festival Mécène. Depuis 38 ans, cet événement porté par l'association culturelle Alternative Culturelle fait monter sur scène les petits et les grands passionnés. Du 12 au 23 mai, les élèves des écoles bragardes comme Jules Ferry et Lucie Aubrac feront vivre contes, histoires et mise en scène. Célia Richard et Janice Gallard ont suivi les dernières répétitions. C'est une tradition théâtrale qui dure depuis une quarantaine d'années. Le festival amateur Mécène, proposé par l'association Alternative Culturelle, permet aux élèves des différentes écoles bragardes et aux amateurs passionnés de se produire sur scène pendant près de 2 semaines dans des conditions quasi professionnelles. À l'école Jules Ferry, les élèves de 3 classes se produiront lors du festival et parmi eux, les 24 CE1. Tous vont monter sur scène pour raconter une histoire de conte de fées où un loup se serait échappé des livres. Cet après-midi, on a travaillé sur le texte de théâtre qu'on devrait apprendre. Et on a fait des tirets à nos phrases pour faire une pause. On se entraîne à faire parler bien fort, pas tourner notre dos au public. Aux spectateurs. Et aussi occuper tout l'espace, pas faire des trous. Et puis pas se coller non plus trop. Et ne pas rigoler. Pour préparer au maximum les jeunes élèves, les enseignantes de l'école leur proposent depuis la rentrée des séances de jeu qui deviennent de plus en plus régulières à l'approche du festival. Le théâtre, ça met en jeu tout le corps. Donc ça commence par un échauffement, un petit peu comme en EPS. On échauffe le corps, on échauffe la voix, bien évidemment. Puis il y a un aspect technique. Et puis il y a tout le travail sur le texte, apprentissage du texte, dire un texte, l'interpréter. Ça apporte beaucoup de choses, beaucoup au niveau de la confiance en soi, la prise de parole, bien entendu, mais ça permet aussi de travailler des compétences purement scolaires, la mémorisation, le vivre ensemble aussi, parce que faire une pièce de théâtre, c'est jouer avec les autres, donc prendre les autres en compte, jouer en cohésion. Pour cette 38e édition, les élèves de CM2 de l'école Lucie Aubrac de Saint-Dizier sont également de la partie. Ils se rendent tous les lundis au centre socio-culturel pour travailler leur texte et répéter leur mise en scène. C'est un texte de Sarah Carré qui s'appelle Babel, qui en fait on pourrait imaginer que c'est l'histoire de la tour de Babel. Donc on a transformé un peu la fin, il y a eu des ateliers d'écriture pour compléter le texte parce qu'il était petit. Et en fait dans le texte il n'y a que 2 rôles. Et là tous les enfants jouent, donc on partage, plusieurs élèves jouent le même personnage, on a rajouté des personnages. Et après, ils ont choisi ce qu'ils voulaient faire comme rôle, beaucoup de textes, pas beaucoup de textes, du jeu, pas de jeu, voilà.
L'objectif du festival est de promouvoir le théâtre au niveau scolaire et amateur, mais surtout de transmettre les valeurs et les bienfaits de cette discipline aux élèves. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le théâtre ? Interpréter son rôle. Les phrases, donc quand tu fais le dégoût, la colère, la tristesse et la joie. Parce que en tout cas, quand même, je voulais bien faire plaisir à mes parents en jouant ce rôle. Moi, c'est que ça me représente parce que ils crient et moi j'aime bien crier. Cette année, le festival se tiendra du 12 au 23 mai 2025. Ce soir, nous recevons un invité qui a su transformer sa passion en carrière et en reconnaissance officielle. Sébastien Sochaux est photographe installé à Vitry-le-François. Il vient d'être reconnu artisan d'art par la Chambre des métiers du Grand Est. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Sébastien, artisan d'art, comment ça résonne dans votre esprit ? Ça fait très plaisir parce que c'est une reconnaissance officielle et quand on démarre de zéro, c'est déjà une bonne récompense, une belle récompense. Alors une belle récompense, comment ça s'est passé? Parce que c'est la Chambre des métiers qui attribue cette récompense. Comment vous avez postulé finalement à ce titre? Eh bien, j'avais envie de progresser, donc je me suis adressé à la Chambre des métiers qui m'a expliqué comment ça se passait. Donc il y a 4 points à remplir. À remplir, voilà. Et le premier, c'est d'être inscrit en tant qu'artisan. C'était mon cas, ça tombait bien. Le deuxième, c'est de pratiquer une activité artisanale, un métier qui est répertorié dans la liste des métiers d'art. Donc photographe y figure. Le troisième, c'est d'avoir une qualification, donc un diplôme, une expérience d'au moins 3 ans dans ce domaine. Et le quatrième point, c'est de remplir un dossier, de vérifier que ce qu'on fait effectivement correspond au cahier des charges du métier d'art. Alors vous le soulevez, vous êtes artisan. Artisan, c'est un travail plutôt de la matière. En quoi un photographe est artisan ? On est artisan et quand même un peu artiste, il y a un peu des deux. Et l'artisanat, pour moi en tout cas, et ce qu'on fait dans mon studio à Vitry, c'est le support final qui est important puisqu'on ne livre pas de fichiers numériques. La matière première, c'est le tirage final, c'est le tableau, l'album, c'est l'image, le support. On appelle ça des supports qui vont traverser les décennies, voire davantage, et qui vont se transmettre dans la famille de génération en génération. Quels sont les critères qui ont fait que c'est vous qui avez obtenu cette reconnaissance ? Je l'ai demandé déjà. Ça vient pas tout seul, il faut faire la démarche, il faut en avoir envie et donc on fait ce qu'il faut pour que ça marche. Vous envoyez vos photos ? Alors il y a un dossier à remplir et on explique ce qu'on fait dans le dossier et il peut y avoir une visite officielle en quelque sorte de quelqu'un qui vient un petit peu voir comment on travaille, ce qu'on fait. Voilà. Alors vous le disiez tout à l'heure, vous êtes autodidacte. Vous avez quitté en 2017 l'Éducation nationale puisque vous étiez instituteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le saut et de vous dire bon allez je lâche tout et je deviens photographe ? On n'a qu'une vie en fait, donc c'est vraiment le déclencheur, c'est ça, c'est que quand on arrive, je crois que c'était vers 39-40 ans, je ne suis pas le premier à qui ça arrive, on se dit qu'est-ce que je fais de ce qui me reste en temps ? Je suis peut-être à la moitié si tout va bien, donc l'éducation nationale ne me convenait plus, j'étais directeur d'école et ça faisait un moment que je voulais faire autre chose. Donc j'avais mis en place cette passion, j'avais ouvert ma micro-entreprise depuis plusieurs années et donc je me suis dit allez, on y va quoi. Alors pour y aller, il faut du bagage. Comment on apprend tout ça puisque c'est un métier qu'il faut recommencer de A à Z finalement ? Oui, c'est ça. Si vous voulez, pour créer des images, faire de belles photos, je ne vais pas vous faire un scoop, tout le monde aime ça. Tout le monde fait des photos, tout le monde adore ça, donc on progresse naturellement. Quand on s'intéresse à ce domaine-là, on avance dans la photo, on se renseigne, on regarde les grands maîtres, on se documente, il y a des tutos, il y a des tas de choses pour apprendre aujourd'hui. Donc là, on avance, et puis il y a tout un pan là où c'est plus compliqué, où il faut vraiment se former, c'est tout le reste. La technique la technique, elle vient dans la passion. Mais tout ce qui est autour, vendre ses images, se sortir un salaire, pouvoir payer ses charges, pouvoir embaucher une salariée, tout ça, c'est la partie submergée de l'iceberg. Ouais, voilà. Mais qu'il faut maîtriser tout de même. Il faut maîtriser absolument, c'est même ça qu'il faut maîtriser, parce que faire des belles images, on va dire que beaucoup de monde peut le faire, mais pouvoir en vivre, là, c'est vraiment un défi. Alors c'est un défi que vous avez plutôt bien relevé. Vous le disiez, faire des images, tout le monde peut le faire, mais vous avez une spécialité, vous êtes plutôt adepte des portraits. C'est ça. Alors pourquoi les portraits typiquement, pourquoi pas les paysages ?
C'est bizarre, j'ai pas préparé de réponse à cette question. C'est ce qui m'a toujours plu depuis que j'ai commencé dans les années 2000 la photo en argentique, noir et blanc. J'avais installé un labo dans mon sous-sol et je faisais que du portrait. En fait, je prenais les gens autour de moi et l'envie de capter ces sourires-là, puis de les garder longtemps. C'était plutôt l'humain qui vous intéressait? Ouais, c'est ça. Quand j'étais un site, c'était l'humain qui m'intéressait aussi. Je travaillais sur l'humain, je travaillais sur les enfants, je travaillais avec les parents. J'étais dans cette relation déjà. Et ça s'est poursuivi d'une autre manière en fait. C'est finalement votre fil rouge que vous avez gardé. Ouais, je pense. Et aujourd'hui, vous faites un petit peu de portrait aussi sur le secteur vitrier. Vous essayez de raconter la vie des gens. Qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce qui fait un bon portrait? Je dirais que c'est déjà pas la technique. On pense que c'est le matériel, l'appareil, vous avez un bel appareil, etc. Mais en fait, ça compte presque pas. Aujourd'hui, tous les appareils sont suffisants. Ce qui compte, c'est vraiment le relationnel. Parce que si vous venez, que vous n'êtes pas détendu, vous êtes crispé, coincé, on n'aura pas un beau portrait. C'est comme moi là aujourd'hui, si je suis pas à l'aise, ça se voit. Ça rend moins bien. Voilà, ça rend moins bien. Mais le travail du portraitiste, en tout cas, c'est d'arriver à détendre son modèle, qui est jamais à l'aise, et puis arriver à le mettre dans les meilleures conditions pour en tirer le meilleur, y compris la pose, parce que de face, de profil, on a tous quelque chose. Et ça, c'est vraiment du feeling humain, quoi. Alors justement, là, vous commencez à donner quelques conseils. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseils précieux pour des personnes qui, comme vous, un jour ont envie de tout plaquer et de changer de métier? De bien se renseigner déjà et de ne pas se lancer tête baissée. Moi, ça m'a pris longtemps. Hein. J'ai créé mon auto-entreprise en 2010, 2012, quelque chose comme ça. J'ai commencé à faire des missions à partir de là. En 2012, c'était ma première mission corporate, industrielle, sur des parcs éoliens. Et j'ai démissionné en 2017, donc ça m'a pris déjà du temps. Et j'ai créé ma SARL en 2019. Donc, il faut vraiment se renseigner. Mais aujourd'hui, il y a vraiment de quoi faire avec Internet, c'est quand même facile. Et puis, la Chambre des métiers reste un interlocuteur privilégié, bien sûr. Eh bien, écoutez, merci. Les conseils sont notés. Prendre le temps et faire attention à ce qu'on fait et se renseigner. Merci d'avoir été avec nous et encore félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.